une fois de plus, ravie d'être ici avec vous. Et juste pour dire, pour ceux qui ont eu à participer depuis le matin, on a demandé, on a posé la question à savoir en une phrase, qu'est-ce qui signifie tiche to reach? Et plusieurs personnes ont parlé de l'apprentissage par le partage d'expérience. Donc, de par le passé, lors des précédentes éditions de Teach to Reach, il y avait le cœur de Teach to Reach était le réseautage, mais c'était un réseautage individuel, c'était un réseautage entre deux personnes. Mais l'innovation pendant cette édition de Teach to Reach 11, c'est le réseautage en groupe, dans la mise en réseau en groupe. Nous allons vous mettre dans des petits groupes et vous allez prendre le temps de vous connaître et aussi prendre le temps de parler de vos défis, de parler de votre travail, de parler des leçons que vous avez apprises et aussi peut-être des histoires de réussite qui peuvent permettre aux autres d'apprendre aussi de cela et de le mettre en œuvre dans leur travail. Et moi, je pense que la plupart du temps, le retour que nous avons de Teach to Reach, c'est la partie où les gens apprécient le plus dans la mise en réseau. Et j'ai hâte d'écouter et de savoir ce que vous allez nous dire après votre participation à cela aujourd'hui, surtout pour ceux qui participent pour la toute première fois. Merci, Merci Reda. Charlotte. Alors très bien, on va justement donc vous proposer des questions à discuter. La première séquence, ça sera pour les présentations et ensuite vous pourrez poursuivre la discussion toujours avec le même groupe pour plus de profondeur. Donc bien sûr, il y a cette question récurrente qu'on vous pose souvent à Teach to Reach. Racontez-nous le plus grand défi de santé auquel votre communauté, la population que vous accompagnez, dont vous êtes au service, est confrontée aujourd'hui. Deuxième chose qui nous intéresse aussi et qu'on vous propose de discuter en petits groupes, c'est de nous parler d'une solution locale, quelque chose d'astucieux, quelque chose en tout cas d'utile pour la santé, qui est quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant, mais vous l'avez fait, peut-être seul en tant qu'acteur de la santé, probablement avec vos collègues, on espère avec la population. Qu'est-ce que vous avez fait exactement et comment vous savez que cela a aidé à faire la différence? La sécurité alimentaire ou hydrique, donc problème d'eau, de nourriture, décrivez une période où des problèmes d'alimentation ou d'eau ont affecté la santé dans votre région. Que s'est-il passé? Comment les gens ont-ils réagi? Et enfin, la question du service, la question de la confiance. Donc cela peut être dans différents domaines. Il y a bien sûr l'hésitation vaccinale, vu la participation des acteurs de la vaccination. Cette hésitation vaccinale pose la question de la confiance, mais il y a aussi d'autres. La confiance vis-à-vis du gouvernement, la confiance vis-à-vis des acteurs de la santé, des institutions, même vis-à-vis d'autres groupes qui font partie de la communauté, bien sûr, peuvent du coup poser problème pour le travail de santé publique dont vous êtes chargé. Donc on vous propose de discuter de cette problématique de la confiance. Donc vous avez le choix. Ce sera bien sûr, vous pouvez aussi dévier et discuter d'autres questions qui vous préoccupent et qui vous intéressent. Mais on va sans plus tarder donc commencer le premier groupe. Et vous voyez, nous sommes en fin de Teach to Reach et on garde le meilleur pour la fin. Donc on va... Là, vous allez trouver des nouvelles personnes pour ceux qui ont participé au réseautage de ce matin. On va faire un petit tour pour les présentations. Donc avec tout juste... alors combien de groupes? Ah non, là ça va pas du tout. Voilà, alors on va essayer de faire des tout petits groupes. Encore que je remette ça en ordre. Voilà. Et donc je vais expliquer une dernière fois pour ceux qui sont restés bloqués dans le hall d'entrée. Ils sont assez nombreux, Charlotte. Je vois beaucoup de messages, beaucoup de présence. Vous voyez ici en haut à droite la liste des participants. Vous cliquez sur le 9000 et plus et vous avez la liste complète. Alors il y en a qui se sont inscrits avec leur numéro de téléphone, je crois, mais vous voyez ici toute la liste par ordre alphabétique. Si vous avez rencontré quelqu'un et vous souhaitez, dans le cadre d'une discussion où vous l'avez entendu parler, eh bien vous pouvez la rechercher. Par exemple, Olivier Dja. Alors Olivier Dja, je n'ai pas trouvé tout de suite, je vais chercher Soudja. Alors il n'est pas inscrit sur la liste des participants, je ne sais pas comment, mais bref, en principe vous devez pouvoir trouver
toutes les personnes. Et maintenant, la partie importante, c'est pour participer à ce réseautage, eh bien, vous devez trouver donc d'abord la séance réseautage des acteurs de la santé. Donc ce matin, on a fait une séance avec les leaders et les partenaires de Teach to Reach. Là, c'est le principe va être le même. On va aller plus en profondeur et je soupçonne, sauf erreur de ma part, que Charlotte va prolonger la séance pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps. Est-ce que je me trompe, Charlotte? Non, pas du tout. Reda, nous sommes toujours là et disposés. S'il y a des personnes qui souhaitent continuer à faire le réseautage, nous sommes disposés à les accommoder. Ok, voilà. Donc la clé, c'est si vous arrivez jusqu'au hall d'entrée, c'est de réserver un spot. Voilà. Et c'est là que le bouton participer va apparaître. Sans ce bouton, vous ne pouvez pas accéder à la salle et participer au réseautage. Pardon, je n'ai pas montré la manip parce que c'est resté sur l'écran avec Charlotte. Donc voilà, vous réservez un spot et c'est là où vous allez voir. Oups, alors là. Oui. Et c'est là où vous allez voir le bouton rouge participer. Je rappelle le fonctionnement donc de cette séance de réseautage. Donc comment tisser votre réseau? Alors tout d'abord, vérifiez votre connexion audio, utilisez un casque, rejoignez la salle de réunion. Une fois que vous êtes dans la petite salle de réunion, vous allez y être envoyé automatiquement. Présentez-vous, présentez votre organisation. Racontez votre défi, vous avez des thèmes qu'on vous a proposés et surtout partagez votre expérience et mettez-vous à l'écoute de l'expérience des autres acteurs de Teach to Reach qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, on va sans plus de... alors je réfléchis si on va faire combien de salles on va installer. Ouais. Ok, ben on va... Voilà, donc vous devrez vous retrouver avec jusqu'à 5 ou 6 personnes par salle. Un premier tour de 5 minutes, c'est uniquement pour permettre de faire les présentations. Charlotte, je sais que tu as un avertissement au silence et au silencieux. De quoi s'agit-il? Donc, lorsque vous entrez dans la salle, vous vous retrouvez dans une salle, désactivez votre micro et présentez-vous. Vous êtes d'office leader de votre groupe. N'attendez pas à ce qu'il y a une personne qui va venir vous dire que je suis telle et puis donc prenez l'initiative et désactivez votre micro, prenez la parole, présentez-vous, dites qui vous êtes, ce que vous faites, mais soyez aussi conscient qu'il y a 4 autres personnes qui aimeraient se présenter, donc soyez assez concis et précis. Si vous ne pouvez pas parler par souci de connexion Internet, vous pouvez utiliser le dialogue en direct pour communiquer avec les autres qui sont dans la salle. C'est l'apprentissage par les pairs qui est le but de ce mise en réseau et cela se fait au travers du partage d'expérience. C'est pour cela que c'est important pour vous d'être en mesure de prendre la parole. Et je vais faire le tour des salles comme d'habitude, juste pour savoir comment ça se passe. Merci Reda. Merci Charlotte. C'est parti alors. Donc là, c'est toujours, si vous êtes avec nous dans la salle, eh bien la salle se vide parce que chaque personne est emmenée automatiquement vers un petit groupe. Alors si vous avez rejoint en retard ou si vous utilisez une très ancienne version de Zoom, il se peut que vous soyez bloqué ici avec nous. Et pour ceux qui ont raté le début, eh bien, on va vous poser les questions qui sont ici. Voilà, donc c'est parti pour un petit tour de 5 minutes. Alors Fachir, Nassour, Tiranke, Mori Camara et Sissé Ali, vous avez une question qui s'affiche à l'écran sur la sécurité alimentaire ou hydrique. Nous allons donc nous constituer en petits groupes et je vous invite à rester en plénière, ce qui permet pour ceux qui nous suivent depuis le hall d'entrée ou sur YouTube, Twitter, X, Facebook, LinkedIn et quelques autres réseaux aussi où nous diffusons en direct. Est-ce que je peux vous demander chacun de vous présenter? Donc on va commencer par Tiranke, Mori Camara et ensuite Fachir Nassour. Fachir Nassour en fait est le premier à activer son micro. Nassour, est-ce que vous êtes en mesure de vous présenter?
Bonsoir à tout le monde. Franchement, je suis ravi de cette initiative et je remercie les uns et les autres franchement, du participer. Moi, je suis du ministère de la Santé publique du Tchad. Je suis à la direction de lutte contre la maladie et de la surveillance épidémiologique. Je suis en charge du service de préparation et de réponse aux épidémies. Si vous me recevez. Oui, 5 sur 5. Merci, Fachir Nassour. On va passer maintenant à Tiranké Mori Camara. Est-ce que vous êtes là? Oui, merci beaucoup. Je suis Tiranké Mori Camara, chargé d'études à l'unité immunisation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de la Guinée et de la République de Guinée. À vous. Très bien, merci. Et il nous reste Bopé Papi qui a quitté. Il a dû être envoyé vers une salle. Alors, on va essayer. Il y a Souleymane Traoré qui nous rejoint. Donc, on constitue. Il y a bien sûr des salles des petits groupes. Tiranké, il me semble qu'il y a un problème sur votre micro. On entend un retour. Souleymane Traoré, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, nous avons constitué un petit groupe. Tout le monde est parti dans les petits groupes, mais ceux qui restent, ceux qui rejoignent en retard, eh bien, participent à mon petit groupe. Est-ce que Souleymane Traoré, vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Oui, alors, bonsoir à tout le monde. Oui, on vous écoute. Ok, vraiment, merci Je vais connecter la connexion, donc après, je suis rentré. Pour rentrer, ce n'était pas facile. Moi, je suis Souleymane Traoré, je suis médecin généraliste en charge d'une formation sanitaire au Mali, dans la région de Ségou, district sanitaire de Baraouli. Donc, alors, au Mali, ici, on appelle les centres de santé communautaire. Voilà, je ne sais pas si ça suffit. Si, très bien. Là, il nous reste 1 minute 30 pour faire les présentations. Donc là, on fait donc ce qui se raconte en plénière. Vous voyez, tous les autres sont partis dans des petits groupes et sont en train de faire la même chose. Donc de se présenter sur un tour de 5 minutes. Ensuite, on va faire 10 minutes de discussion et enfin 20 ou 25 minutes pour clôturer ce Teach to Reach 11. C'est une occasion donc de cette mise en réseau, de ce partage d'expérience, mais cette fois-ci dans des petits groupes. Alors, il nous reste Ghislain Mitono n'a pas branché son micro, mais il y a André Wali Mbengue. André, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en mesure de vous présenter? André, on vous écoute. On vous demande donc d'activer votre micro et de vous présenter. Bonjour, moi c'est André Wali Mbengue du Sénégal. D'accord. Et quelle est votre fonction? Quel est le travail que vous faites pour la santé? Dans quel cadre? Alors, je travaille dans un EPS, mais donc mon organisme, nous abordons un village où les ressortissants qui travaillent tous dans la santé appuient la population, aident aussi le poste de santé avec son ICP à atteindre ses objectifs. En faisant quoi? En passant régulièrement, en faisant des consultations, des conseils, et aussi maintenant à discuter souvent avec la population pour adhérer au programme instauré par l'ICP. Très bien, merci. Alors, on est resté ici parce que tous les autres participants sont partis dans les salles pour discuter en petits groupes. Et ce premier tour de 5 minutes, ils vont revenir dans la salle principale dans 40 secondes. Et on a donné un temps très court pour les présentations. Là, il reste 30 secondes avant que tout le monde revienne dans la salle. Si vous êtes dans le hall d'entrée de la conférence, eh bien, vous pouvez encore rejoindre le réseautage. On va rester ici, les retardataires, on va vous garder dans la salle plénière. On va constituer un petit groupe que peut-être qui ne sera pas si petit que ça. Et si vous êtes sur YouTube, vous regardez sur les réseaux sociaux, eh bien, voilà, on vous invite à contribuer par vos commentaires. On regarde les commentaires. Voilà, ça ferme dans... Tout le monde revient dans 2 secondes.
Alors, je rappelle les questions qu'on vous propose à la discussion. Donc, il y a bien sûr cette question récurrente qu'on vous pose tout le temps dans le cadre de Teach to Reach, c'est racontez-nous le plus grand défi de santé auquel votre communauté est confrontée aujourd'hui. Mais il y a aussi cette question, alors, on parle d'astuces ou de solutions locales, quelque chose d'astucieux, utile pour la santé. Racontez-nous, racontez à vos collègues, vos confrères, vos consoeurs, qu'est-ce que les gens ont fait, comment vous savez que cela a aidé à faire une différence sur la sécurité alimentaire ou hydrique, donc problème de nourriture ou d'eau qui a évidemment touché la santé. Que s'est-il passé? Comment les gens ont-ils réagi? On vous invite à partager votre expérience autour de cela. La question de la confiance des services de santé. Donc cela peut être confiance bien sûr dans la vaccination, confiance dans les services eux-mêmes, confiance aussi dans le gouvernement par exemple. Donc on vous invite à discuter de cette question qui peut être effectivement une question sensible. Alors, oui, Souleymane Traoré, un conseil, ne pas quitter sinon rejoindre est très difficile. Souleymane, on pense que vous parlez de la plateforme. C'est une toute nouvelle plateforme de la Fondation Apprendre Genève. Alors, on va vous appeler, activez votre micro ou levez la main pour nous raconter comment se sont passées les présentations en petits groupes, puisque les participants ici présents ont eu tout juste 5 minutes pour participer au réseautage. Eman Kabongo Lubumbayi, ça a déjà commencé, vous êtes un retardataire, vous allez rester avec nous dans la salle. On va voir quel est le nombre de personnes restantes. Alors Amadou Gueye et Seydou Amadou Traoré et Daoun Koulibaly. Racontez-nous comment cela s'est passé, le tour de présentation. On va commencer par Raissa Moutaali, parce que je crois qu'on n'a pas réussi à vous entendre jusqu'ici, alors que vous avez participé avec assiduité aux séances. Raissa, c'est à vous. Oh, merci beaucoup pour la parole. Oui, tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de nous présenter et de dire où est-ce que nous travaillons, chacun de nous, dans quel secteur nous évoluons. Mais malheureusement, Raissa, on vient de perdre la connexion avec Raissa, c'est fort dommage. Mais on a compris. Alors, elle a dit malheureusement, je ne sais pas si c'était pour indiquer qu'elle n'a pas réussi à se présenter. C'est peut-être à cause de son problème de micro. Daoun Koulibaly, vous avez aussi votre micro activé. Ainsi que Souleymane Traoré. Oui. D'accord, merci Reda, c'est Daoun Koulibaly. Voilà, dans notre groupe, nous avons pu effectivement nous présenter. Voilà, nous avons pu faire le tour des tables. Nous étions au nombre de 5. Et c'était assez intéressant. Et l'équipe pensait qu'on allait poursuivre en fait les discussions ensemble. Mais bon, en tout cas, nous avons été raccrochés. Mais c'est déjà très bien comme initiative et merci. Alors, ne vous inquiétez pas, c'était que le tour de présentation. On va vous renvoyer dans les salles de petits groupes pour poursuivre la discussion. Donc, aucun souci là-dessus. Pour ce deuxième tour, on va vous accorder donc 10 minutes pour peut-être identifier le sujet ou la thématique que vous souhaitez aborder ensemble. On va peut-être entendre une autre personne. Alors, il y a plusieurs mains levées. Peut-être qu'on peut réessayer Raissa. Ce serait dommage de ne pas l'entendre. Raissa, est-ce que votre micro est corrigé? Non, toujours pas. Allô, oui. Ça va mieux? Oui, non, oui. Vous m'entendez pas? Si, là, on vous entend. Alors, vous avez été coupé juste quand vous avez dit malheureusement. Malheureusement, est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas réussi à vous présenter? Non, nous nous sommes tous présentés, nous avons fait le tour de table. Je disais, malheureusement, nous n'avons pas pu continuer la discussion, parler des défis, comme vous aviez dit. Donc, nous nous sommes juste présentés et puis nous avons présenté nos organisations. Ok, je vois encore des mains levées, mais je pense que tout le monde, il me semble, que tout le monde a hâte d'y retourner. Donc, on va honorer cet engagement pour ces rencontres. C'est parti, 10 minutes. Vous devez en principe retrouver les mêmes personnes. Eman Kabongo qui demande ça commence quand? Eh bien, c'est maintenant. Voilà, on va poursuivre quand même. Ok, bonsoir. Je ne sais pas si je suis audible. Oui, on vous écoute, Souleymane Traoré. Oui. Ok, voilà, donc je disais que tout récemment au Mali, on vient d'introduire le vaccin
HPV dans le programme élargi de vaccination. Donc au départ, vraiment, l'État n'a pas pu prendre en compte toute la cible, sinon la cible médicale, je crois que c'est de 9 à 14 ans. Mais vu les contraintes budgétaires, l'État s'est contenté avec les filles de 10 ans. Donc pour qui connaît un peu tous ces rumeurs autour de la vaccination, surtout encore chez les sexes féminins, en même temps, prendre 10 ans seulement, ça a vraiment été très difficile dans mon aire de santé. Et puis, la cible est peu, l'objectif, donc malheureusement, il ne donne pas la dose annuelle, il donne la dose mensuelle. Et moi, ma dose mensuelle, c'est 12. Non seulement on ne peut pas organiser une campagne, maintenant, comment il fallait développer des stratégies locales donc, pour administrer ces doses mensuelles. Là, il y avait eu beaucoup de rumeurs. Grâce à Tistourich, donc j'ai impliqué tous les leaders communautaires, à commencer par le chef du village. Donc je l'ai pris individuellement pour les donner, vraiment échanger avec lui, donc et lui montrer les vraies faces de ces vaccins. Donc auprès l'imam, le groupement féminin, la présidente, la jeunesse, le maire et la semaine, il y a juste 3 ou 4 jours, donc j'étais avec à l'école fondamentale, où j'ai vraiment échangé avec tout le corps enseignant. Et avec ça, je suis parvenu quand même à les convaincre. Et maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, on a commencé cette vaccination d'HPV chez les filles uniquement de 10 ans au Mali. Donc, je pense que c'est un succès. N'était été vraiment les enseignements, les expériences que j'ai reçues à travers Tistourich depuis au début. Je vous rappelle que c'est mon jeune frère aussi. Donc, sans quoi je n'avais pas réussi à convaincre tous ces leaders pour vraiment pouvoir commencer en paix et pour le bonheur de ces filles, le vaccin contre le papillomavirus du col utérin de la femme. Voilà, c'était ça que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Magnifique témoignage, Souleymane Traoré. Sachez qu'il y a bientôt, ça je le dis en aparté pour ceux qui travaillent dans le domaine de la vaccination, donc il y a ce guide du HPV, de la vaccination HPV, donc qui protège les filles et les femmes du cancer du col de l'utérus. Eh bien, je recherche là la fiche qui correspond. Voilà, on va bientôt partager, mais on attend, donc on a demandé au ministère de la Santé qui ont contribué de valider ce guide. Il a été déjà validé par les experts internationaux et ce guide est entièrement fondé sur les expériences partagées dans le cadre des éditions Teach to Reach successives. Alors, Mouna Boussefiane a un pouce levé. Mouna, vous êtes resté avec nous. Alors, pour les retardataires, on a envoyé pour rejoindre les petits groupes qui s'étaient constitués, mais parce qu'on diffuse aussi en direct sur YouTube, Facebook, Twitter, X et je ne sais plus quel autre réseaux sociaux. On diffuse aussi dans le hall principal, le hall d'entrée de la conférence. Pour ceux qui n'ont pas réussi à rejoindre la salle, est-ce que je peux vous demander, Mouna Boussefiane, de vous présenter et puis de nous dire des différentes thématiques qu'on vous propose. Donc, partagez votre défi sur la santé, partagez une solution locale, décrivez comment vous avez répondu à un problème de sécurité de nourriture ou d'eau. Et puis cette question du confiance, qu'il s'agisse de la confiance envers les vaccins, confiance envers les services de santé ou confiance dans le gouvernement. Lesquels de ces thèmes vous interpellent? Mais d'abord, présentez-vous. Oui, bonjour Reda, je suis Dr Mouna Boussefiane, je suis gynécologue obstétricienne de formation et par la suite j'ai fait une formation en gestion et là je suis chargée de programmes de santé, en l'occurrence les soins de santé primaires au ministère de la Santé et de la Protection sociale au Maroc. En fait, j'étais dirigée vers une salle qui n'était pas la mienne et c'est pour ça que je suis retournée en plénière en attendant que je rejoins la salle 5. En fait, le défi majeur au Maroc, c'est la pénurie des ressources humaines et donc ça, c'est partagé par différents pays. Nous sommes en plein chantier de restructuration et de refonte du système de santé pour essayer un peu de répondre aux défis avec un regroupement des structures sous forme de groupements territoriaux sanitaires qui vont permettre
de répondre à cette pénurie de ressources humaines en premier lieu. Là, si... Allô? Cela arrive, vous allez entendre des gens qui activent leur micro. Poursuivez, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est le principal défi. Et il y a d'autres défis. Mais à mon sens, c'est plus des soucis d'organisation que de manque de ressources ou d'autres choses auxquelles on doit répondre. Donc là, à travers la crise Covid, on a pu constater que l'organisation et le bon sens, l'action de tout le monde est intéressante pour répondre aux priorités sanitaires au pays. Donc il y avait l'intervention des différents départements auprès du ministère de la Santé avec mobilisation des ONG, donc pour essayer un peu de répondre à cette problématique de santé. De là, il ressort un défi majeur, donc c'est l'engagement communautaire, avec une participation active depuis la prise de décision jusqu'à la mise en œuvre. Donc, vous savez que l'engagement communautaire est complexe et difficile et ça devrait être tenu en fonction de la particularité locale. Ça continue à trouver beaucoup de difficultés à se voir correctement au Maroc malgré la mobilisation de plusieurs expertises, en l'occurrence l'expertise canadienne qui a essayé de nous apporter un renforcement de capacité depuis l'année dernière pour essayer un peu de partager leur expérience en matière de participation communautaire en santé et de santé dans toutes les politiques. Donc, c'est un défi également majeur, c'est de pouvoir mobiliser tout le monde autour de la santé et avoir la santé dans la prise de décision aussi bien de la population que des autres départements. Donc, il y a également tout ce qui est changement climatique qui pose problème au Maroc, mais en premier lieu, il y a la restriction hydrique, donc qui se voit de plus en plus au Maroc avec la sécheresse et donc il y a des mesures qui ont été entreprises, pas qu'au niveau de la santé, mais au niveau du gouvernement. Donc, en l'occurrence, essayer d'économiser l'usage de l'eau, donc éviter les déperditions d'eau. Il y a les bains morts et les salles où il y a une consommation d'eau qui sont limitées à un certain nombre de jours. Donc, c'est pas en continu. Il y a également tout ce qui est enclavement de certaines zones dû à la chute de neige et aux intempéries pluviales. Donc, c'est des zones montagneuses ou bien c'est des zones qui connaissaient auparavant une sécheresse, mais actuellement, il y a des intempéries pluviales. C'est des endroits où la population et les prestataires de soins n'ont pas l'habitude de prendre en charge ce genre de crise. Et donc, il faut qu'il y ait un appui par rapport à ces endroits pour essayer un peu de prendre en charge aussi bien les personnes qui perdent leur habitat ou leur emploi par ce genre de crise, mais également aux prestataires de soins pour prendre en charge des maladies qui sont en lien avec ces changements climatiques. Donc là, il y a une intervention qui est à un haut niveau depuis des années mise en place. Donc c'est l'opération Reaya pour répondre aux vagues de froid. Donc il y a des hôpitaux mobiles qui sont mis en place au niveau des zones enclavées. Il y a également
les équipes mobiles composées de prestataires de soins qui travaillent au sein des établissements de soins de santé primaires en charge des programmes sanitaires qui vont à proximité de la population pour desservir et répondre aux besoins sanitaires. Il y a également les... Alors Mouna Bousefiane, on est à court de temps. Il y avait un tour de 10 minutes pour entendre les défis des uns et des autres. C'est extrêmement intéressant. Vous avez détaillé beaucoup des défis auxquels vous êtes confrontés. Mais là, dans quelques secondes, eh bien, les confrères et consoeurs qui étaient partis dans les petits groupes vont revenir en salle principale. Juste une précision, ce sont des groupes totalement différents de ceux de la séance du matin. Donc vous n'allez pas retrouver votre groupe 5 puisqu'il s'agit maintenant d'un nouveau groupe. Et bien sûr, on va essayer de vous renvoyer dans un nouveau groupe, mais comme les groupes ont déjà commencé, peut-être qu'il serait préférable de rester ici avec nous pendant que on peut faire un grand petit groupe ici. Voilà, je crois que dans 4 secondes, tout le monde sera de retour. C'est parti. Alors, le retardateur. Voilà, et à toi, Charlotte. Je sais que Charlotte a réussi, elle, à circuler un petit peu dans les salles. Donc, qu'est-ce que tu as pu observer avant de demander aux uns et aux autres de restituer comment se sont passées les discussions? Pour ma part, eh bien, nous avons eu un descriptif très détaillé ici, pour ceux qui sont restés ou sont revenus en plénière du docteur Mouna Bousefiane du Maroc qui a détaillé un petit peu les défis auxquels elle est confrontée. À toi, Charlotte. Merci, Reda. Pour le premier tour, j'ai fait le tour de toutes les salles pendant les introductions, mais ce deuxième tour, j'ai fait le tour de quelques salles et je suis revenue dans la salle. Et donc, j'étais ici avec toi et j'ai dû à suivre de bout en bout l'intervention du docteur Mouna du Maroc. Très bien, alors levez la main si vous souhaitez intervenir pour nous raconter ce qui s'est passé pendant ce temps. Ça reste court, hein, mais on est toujours épaté par tout ce qu'on arrive à apprendre, comprendre, partager sur ce temps court. Koulibaly Daoun, c'est à vous. Ok, merci Reda, merci à tous. Il faut dire que dans notre salle, personnellement, j'ai pas pu prendre la parole, mais j'ai bien aimé ces résultats parce que ça m'a permis aussi de pouvoir voir un peu les cas des défis des autres, des autres continents, des autres consoeurs et confrères. Donc dans notre salle, nous étions 6 au début, et donc il y avait 4 dames et 2 hommes. Voilà, en tout cas, il y a 4 personnes qui ont vraiment pu prendre la parole. Voilà, qui ont pu effectivement expliquer leurs défis auxquels ils font face actuellement. Voilà, le cas du Cameroun, par exemple, où ils ont pu expliquer un peu le cas des inondations, où vous vous rendez compte que vous êtes couché chez vous et vraiment au tard la nuit, ou bien vous vous levez pour vous soulager, c'est en ce moment que vous vous rendez compte que en fait l'eau a envahi votre concession. C'est un grand défi. Voilà, ils ont expliqué vraiment, c'est un défi auquel ils font face actuellement, qui également envoie des maladies de péril fécal. Parce que imaginez-vous l'eau qui vient, qui peut peut-être déraciner carrément, et en tout cas un WC où il y a en tout cas des défécations, vous allez vous rendre compte que si cette eau vraiment est transvasée quelque part où on s'est ingéré, donc il y a des maladies en tout cas diarrhéiques et bien d'autres maladies qui peuvent survenir. Et il y a également les cas de paludisme, voilà, parce que ces eaux ne tarissent pas très vite, et donc directement il y a les moustiques presque partout, où en tout cas l'homme est confronté à des cas de paludisme. Donc voici un peu ce que j'ai pu retenir pour ne pas vraiment monopoliser la parole. C'est très intéressant. Voilà, personnellement, j'ai pas pu intervenir, mais j'ai écouté avec toute une attention, voilà, ceux qui ont pu vraiment partager leur expérience. Donc le temps nous est pas suffi, voilà, mais néanmoins nous avons pu en quelques laps de temps pouvoir vraiment 4 personnes ont pu intervenir sur 6. Merci, Reda. Merci à vous, à toi Charlotte. Et je vais juste répondre à Diana Johanna Kaninkini. Est-ce que tu veux lui répondre? Elle dit Charlotte est invisible. Pourquoi alors que Reda est visible? Charlotte, nous voulons te voir aussi. Je partage absolument le sentiment. En tout cas, je garde mes doigts croisés, Reda, que d'ici, quand je vais donner mon mot de fin pour Tiche Sourich 11 en français, oui, ça serait avec ma vidéo bien ouverte.
Ok, formidable. Oui. Ok, alors on continue la restitution. Peut-être une autre personne avant de repartir cette fois-ci pour un tour de 20 minutes, ce qui nous amènera en fait à la fin de cette séance. Et peut-être, si Charlotte, maîtresse des cérémonies, le décide, peut-être accordera-t-elle un temps supplémentaire pour permettre à la discussion de se poursuivre. Alors, on a aussi notre remarque fidèle Chibanda qui dit « Sois visible, Charlotte ». Et Basile Ngoncha qui dit « Ce style de réseautage est nouveau et j'ai aimé car en discutant et en écoutant, on est sûr de partager nos défis à plusieurs participants. » Voilà, c'est beaucoup plus personnalisé, on va dire. Charlotte, à toi, à qui peut-être entendre une ou éventuellement deux autres personnes pour restituer un petit peu ce qui s'est passé dans ce tour de mise en réseau, de partage d'expérience de 10 minutes. Oui, Reda, nous n'avons pas écouté le docteur Konan Kwame Georges aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et puis après le docteur Seydou Amadou Traoré. Bon, merci Charlotte. Je crois que depuis ce matin, je n'étais pas dans le groupe, j'ai dû signaler cela, mais heureusement, je suis apparu dans le groupe. Au premier groupe, on était 4. Dans ce deuxième groupe, on était 5 au départ, après il y a un qui est venu s'ajouter, donc au finish, on était 6. Et on a eu à échanger sur 3 sujets dont la sécurité alimentaire, qui a été abordée par votre serviteur et par le docteur Brahima Kaboré, et qui va dans le même sens, pour dire que la sécurité alimentaire est importante, surtout dans la conservation, pour que l'hygiène alimentaire ne soit pas une entorse à la santé de la population. Donc, la population s'attelle à conserver efficacement et dans de bonnes conditions l'alimentation. Parce qu'il y a eu des cas d'intoxication que j'ai eu à relater et le docteur Kaboré a aussi entériné. Il y a aussi la confiance qui a été abordée par notre consoeur docteur Jeannette Niamé, qui n'a pas pu intervenir directement, mais qui est fait par écrit et qui a parlé de la confiance en période de Covid. Et je crois que nous avons analysé que c'est conclu parce que c'est rattaché aux rumeurs pendant la période de Covid et je crois que cette confiance est apparue après le Covid avec les interventions des uns et des autres. Je crois que les postes de vaccination ont commencé à recouvrer la vie normale et je pense que c'est le retour de la confiance. Dans un troisième temps, il y a le docteur Herman qui a parlé de Kabongo, qui a parlé de la malnutrition et ceci est, comme il a décrit, lié au manque de nourriture adéquate sur le terrain, lié au climat et je crois que ça nous a édifié la nécessité d'avoir l'alimentation nécessaire pour pouvoir nourrir la communauté et les populations afin d'éviter la malnutrition. Mais le temps étant vraiment très limité, nous sommes limités à ces 3 thèmes et qui a été très 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 instructif pour chacun de nous. Nous avons partagé, nous sommes félicités, remerciés et on est revenu en salle. Voilà un peu ce qui s'est passé dans notre groupe. Et au départ, je l'ai dit, on était 4 pour le premier tour et au deuxième tour, on était 5 et terminé par 6 personnes. Merci beaucoup et vive Titouriche. Merci beaucoup pour cette restitution bien détaillée, Dr. Konan Kwame Georges. Dr. Seydou, ça fait longtemps que votre main est levée. Effectivement. Voilà, d'accord. Bon, nous étions au départ 5 et un 6e est venu s'ajouter à nous. En tout cas, dans notre groupe, tout le monde a eu la chance de se présenter, mais aussi partager les défis d'ordre divers. Nous avons commencé par un défi du plan vraiment opérationnel par rapport au fonctionnement de notre structure, par rapport vraiment vis-à-vis des structures de l'État. Et après, nous avons aussi se penché surtout par rapport au changement climatique auquel nous
dans notre groupe, nous avons mis assez de temps afin de comprendre réellement quels sont les flots, les défis restreints de chaque participant. Au finish, nous avons conclu que c'est l'impact de ces défis liés au changement, surtout les inondations, qui a créé beaucoup d'impact au plan sur notre population, sur le plan de la santé. Notons aussi beaucoup de maladies diarrhéiques, sans oublier les cas de malnutrition. Ok, Charlotte, en tout cas, moi, je viens de le perdre. Est-ce que tu l'entends encore? Moi aussi. Ok. Non, Reda, moi aussi. Ok, bah c'est toujours dommage hein. Quand ça reste quand une personne qui clairement a des choses, une expérience, est en plein partage d'expérience et ça coupe, c'est vraiment très très frustrant. Je propose qu'on démarre le dernier tour de 20 minutes. D'accord. Je pense que la restitution après, si tu souhaites jouer les prolongations, sera d'autant plus intéressante. Donc, même petit groupe, cette fois-ci, donc, un tour de 20 minutes. C'est parti. Merci à vous Daouda Insa, c'est vraiment avec vous, main dans la main, qu'on travaille pour faciliter ce partage d'expérience. On espère que cette journée aura été utile. Donc là, en principe, tout le monde doit partir, sauf ceux qui ont rejoint en retard et qui donc vont rester avec nous. Charlotte, je propose que ce soit moi qui aille visiter les salles et toi qui restes ici avec le groupe pour animer le dialogue donc autour de ces questions. Je rappelle les questions. Il y a bien sûr votre plus grand défi de santé, une solution locale, la sécurité alimentaire ou hydrique, et la confiance dans la vaccination, confiance dans les services de santé, confiance vis-à-vis des acteurs de la santé ou de l'État et ses conséquences pour la santé, comment vous y faites face si cela est une question qui vous préoccupe. D'accord, merci Reda. Et donc, vous avez les questions, vous avez vu les questions et vous avez participé aux discussions depuis ce matin. Donc maintenant, je vous invite à lever la main. Donc, nous avons un grand groupe, un grand petit groupe, si je peux le dire ainsi, réunir ici maintenant. Et je vais vous prier, c'est le temps du réseautage. Donc, si vous voulez prendre la parole pour partager votre défi, peut-être une solution que vous avez eu à mettre en œuvre dans votre communauté, ou bien quelque chose que nous n'avons pas encore abordé aujourd'hui, c'est une autre thématique que vous souhaiteriez qu'on aborde lors d'une prochaine édition de Tiche to Riche. Ok, je vois la main levée de Sitor Ndour. Sitor, vous avez la parole. Ok, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Je m'excuse, j'avais un empêchement qui a fait que j'ai pas participé aux autres groupes. Mais je voulais juste partager une expérience, un défi. Je suis médecin-chef de district. Oui, je suis le docteur Sitor Ndour. Oui. Oui, je suis le docteur Sitor Ndour, médecin-chef du district sanitaire de Louga, au Sénégal. Cette année, le district était confronté à une épidémie de dengue. Nous avions plusieurs cas de dengue, malheureusement en un temps record. Et c'était également le cas dans beaucoup de districts. Du coup, le niveau national ne pouvait pas, en tout cas, n'était pas venu nous appuyer. On était obligé, au niveau local, de trouver les moyens pour faire face à cette situation. Et comme moi, après les cas, je me suis ouvert en tant que médecin-chef du district aux autorités administratives et territoriales, c'est-à-dire le préfet du département et le maire de la commune. J'ai discuté avec eux. Il y a également un service d'hygiène. Vous savez que souvent la dengue est due à un moustique. Donc, le service d'hygiène pouvait nous aider. Nous sommes constitués en équipe, une équipe effectivement constituée de l'équipe cadre du district, des prestataires au niveau des postes
où les cas ont été détectés, parce que le district a 23 postes de santé, 23 postes de santé, et donc ce sont ces postes de santé qui font le dépistage, la détection des cas. Et si le cas est confirmé, c'est le médecin-chef qui dirige l'équipe, plus d'autres membres de l'équipe tels que le point focal de la surveillance épidémiologique. Nous sommes souvent accompagnés par le service d'hygiène et on va au niveau du domicile du cas. Nous faisons ce qu'on appelle une investigation. On essaie de faire la situation, poser des questions, essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas suspects dans la maison, recenser les cas contacts, élaborer une line listing. Et donc, on essaie de voir l'environnement immédiat. Est-ce que il y a des gîtes larvaires, c'est-à-dire des endroits qui sont propices au développement des moustiques. Et avec l'équipe du service d'hygiène, souvent, on essaie de conscientiser, d'identifier ces gîtes et même de les détruire ou accompagner le chef de ménage à supprimer ces gîtes larvaires. Après cette étape, on a convoqué les acteurs communautaires qu'on appelle ici au Sénégal. En tout cas, il y a ce qu'on appelle les Badianougor ou marraines du quartier qui maîtrisent très bien les quartiers, qui ont de très bonnes relations avec les chefs de ménage et on les a orientés sur la dengue. Sur la dengue, ses manifestations, comment lutter contre. Ensuite, ils sont partis dans les ménages, ils ont fait des visites à domicile, ont discuté avec les chefs de ménage. Avec les chefs de ménage, on participait à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires. Et donc, ensuite, quand on fait, pendant une période, on fait ce qu'on appelle une réunion de suivi, au cours de laquelle on appelle les chefs de poste, plus l'équipe cadre et ces acteurs, on essaie de partager les difficultés, en tout cas les défis, quels sont les résultats qui ont été obtenus, est-ce que l'objectif a été atteint, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on doit changer, modifier pour vraiment mieux ajuster nos stratégies et améliorer la riposte. C'est comme ça qu'on l'a fait et vraiment, Dieu merci, on voit que depuis 2 semaines, il y a une baisse nette des cas. On recevait plus de 20 cas par semaine et la semaine dernière, on n'a reçu qu'un seul cas. On pense que ça va continuer comme ça. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est vraiment le fait que la population accepte de collaborer. C'est le fait que les acteurs communautaires acceptent vraiment de travailler malgré malheureusement que nous n'avons pas le moyen pour les motiver, que les prestataires acceptent tout le monde de faire les prélèvements, d'envoyer au laboratoire, de vraiment accompagner la population et que cette population également accepte de recevoir les équipes et accepte également de suivre les recommandations pour détruire les gîtes larvaires. Donc, c'est vraiment un vécu, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup plu également. Parce que c'était un défi et heureusement, vraiment, l'évolution est favorable. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ce partage si tendre sur la dengue et juste pour dire que nous avons eu à parcourir toutes vos réponses aux questions historiques et j'ai dû lire un certain nombre d'interventions sur la dengue et je suis très content parce que vous avez eu à partager et aller en détail sur les actions et les stratégies que vous avez menées et aussi ressortir le fait que vous avez mis en place un système de surveillance de la dengue. Et juste pour dire que tout le recueil des expériences partagées seront mises à disposition en premier lieu à tous nos invités spéciaux et ceux qui ont eu à participer à cet événement de Tiche to Riche d'aujourd'hui. Donc, je me retourne maintenant vers Insa Daouda. Votre micro est votre main est levée autant pour moi. Je vous invite à activer le micro. Et juste pour dire aussi qu'en écoutant les différentes expériences partagées, vous pouvez aussi intervenir dans le dialogue en direct. Vous pouvez réagir. Et quelle est la situation de la dengue dans votre contexte? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous avez appris du partage d'expérience de Sitor tout à l'heure? Donc, allez-y, Daouda, on vous écoute. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, merci, Sova.
Sinon, enfin, je m'appelle Monsieur Daouda Insa, je suis le président de l'ONG ADSL Nafa. Je suis aussi le président de la coalition en santé au Niger, qu'on appelle le réseau Santé Plus. Alors, au fait, voilà, ce que je voulais juste partager en termes d'expérience, de tout ce que nous faisons au niveau des services de santé de collaboration en tant qu'association en santé, c'était donc de relever peut-être 2 points. Le premier point, comme je l'ai dit, les solutions locales. La recherche des solutions locales nous impose à revenir travailler avec les services de santé et en incluant tout ce qui est la prise en compte de certains paramètres comme voilà, le genre, le changement climatique au niveau local, au niveau de nos communautés, pour renforcer les services de santé à offrir une prestation de qualité. Voyez-vous, nous intervenons beaucoup dans la communication en santé. Je révèle que je suis le champion en plaidoyer en tout cas du Niger. En ce sens, la communication en santé pour nous procède de tout le dispositif qu'on aura à travailler autour des services de santé de base pour quand même éviter qu'il y ait maladie. Parce que c'est ça aussi la première définition de la santé, c'est éviter que la maladie soit. Et cela va nous amener à impliquer, à faire un premier travail d'abord de renforcement des capacités, de l'inclusion des leaders religieux, des groupes femmes, des jeunes, autour donc de la structure de santé pour que chacun puisse jouer son rôle. Parce que c'est pas dans toutes les communautés où on a quand même ce travail d'inclusion, ce travail de répartition de rôle où chacun doit jouer son rôle au niveau de la communauté pour renforcer la fourniture de services à santé. Et nous, on travaille avec des districts pour les aider dans les questions de communication en plaidoyer au niveau donc des districts. C'est-à-dire, nous invitons les leaders religieux, le personnel de santé, pour vraiment parler un peu des indicateurs et surtout voir comment les leaders communautaires peuvent nous aider à ce qu'il y a un renforcement surtout de la demande, que ce soit la demande en vaccination, par exemple, des enfants, ou bien la demande à aller vers même les centres de santé, c'est-à-dire l'accompagnement des mères, des enfants. Donc, au niveau de la communauté et au niveau de l'aire de santé, l'inclusion de ces personnes-là peut nous amener vraiment à avoir à ce que nous ayons des prestations de qualité et des populations toujours qui veillent à avoir leur santé dans de la qualité, dans des prestations toujours bien formulées. Maintenant, la deuxième chose, nous, en tant que réseau, je suis le président du réseau Santé Plus. Le réseau Santé Plus est une coalition de la société civile en santé. Et en ce sens, nous travaillons beaucoup sur aujourd'hui ce que j'ai appelé la question du One Health. Donc, l'approche une seule santé. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que arriver à ce que, au niveau même communautaire, que les communautés autour de la structure de santé comprennent l'approche One Health, l'approche une seule santé, que la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale doivent avoir un lien parce que beaucoup de maladies survenues au niveau de l'homme proviennent par exemple des animaux que la majorité de la population ignore. Donc il faut qu'on travaille qu'on investisse dans cette question du One Health. Aujourd'hui, c'est tout un travail qui est en train d'être fait au niveau national, au niveau peut-être central, au niveau périphérique. Il faut qu'au niveau périphérique, justement, pas au niveau intermédiaire, au niveau périphérique, les districts et même au niveau des structures de santé, qu'on sente cette dynamique-là. Ça va toujours amener à renforcer la question donc, de renforcement du système de santé au niveau donc, de nos populations pour toujours, en tout cas, éviter la survenue des maladies et même comprendre et faire l'inclusion de la partie anthropologique, c'est-à-dire les associations, par exemple, de la pharmacopée traditionnelle qui peuvent exister autour donc, de ces structures de santé pour que cette dynamique communautaire d'une seule santé puisse prendre en compte tout le monde, structuré, mais la clé, c'est vraiment d'abord la formation, d'abord l'organisation, la formation, le partenariat et arriver quand même à offrir des prestations de santé de qualité dans une dynamique donc de la santé
pour tous. Donc voilà un peu ce que je voulais partager, en tout cas, et de ce que nous faisons actuellement. Et justement, je suis à une session de capitalisation de l'approche One Health, et c'est de là que je suis en train de donner, en tout cas, de participer à ce call très intéressant et très enrichissant. Merci à vous. Merci beaucoup, Insa Daouda, pour ce partage. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à réagir si vous avez des questions à Insa Daouda par rapport à son partage, par rapport à son expérience, son intervention, surtout autour de la communication, du plaidoyer, parce que c'est quelque chose qui revient la plupart du temps, l'engagement communautaire lorsqu'il s'agit des différentes interventions communautaires qui sont menées en matière de santé, que ce soit la vaccination, que ce soit les autres activités de promotion de santé qui sont menées chez nous. Donc, allez-y, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions, pour partager de votre propre expérience, et vous pouvez aussi utiliser le dialogue en direct. Et je reconnais et je vois les questions, les commentaires dans le chat de Souleymane Traoré par rapport à la dengue, et aussi du docteur Mathieu Kalemayi qui souhaiterait qu'on introduise le monkeypox comme thématique lors des prochaines éditions de Tige Turish. C'est bien noté, docteur Kalemayi. Donc, je me retourne maintenant vers le docteur Mouna Boussefiane. Vous avez intervenu tantôt. Est-ce que vous avez des questions ou bien une autre expérience que vous voulez partager? Oui, merci Charlotte. Là, je voudrais bien vous proposer d'ajouter le HPV, si possible, dans les prochaines thématiques. Donc là, il y a un collègue qui vient de partager l'expérience de son pays par rapport à l'introduction de l'HPV. Ici au Maroc également, on a essayé d'introduire la vaccination chez les fillettes à partir de 10-11 ans. Mais ça a coïncidé avec la Covid, vaccination Covid, et ça n'a pas vraiment marché, surtout que la communication autour pour essayer d'instaurer une confiance auprès des parents pour permettre à leurs fillettes d'être vaccinées n'a pas été bien travaillée. Donc, ça continue à faire défaut. Donc, j'aimerais bien que cette thématique soit introduite dans les prochaines sessions. Merci. Merci beaucoup, Mouna. Juste pour dire que nous avons eu à parler du HPV, et avant même les prochaines éditions de Tige Turish, ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons ce recueil de leçons apprises par des pays qui ont déjà eu à introduire le HPV, mais aussi un recueil de partage d'expériences qui ont été les expériences partagées par vous, par les participants de Tige Turish. Je pense que ça devait être Tige Turish 8 et 9, et nous avons pris toutes ces expériences et nous les avons mis ensemble, et dans un futur très proche, nous allons publier ces recueils-là, et ceux-là seront très utiles pour vous qui ont des soucis avec l'introduction du HPV dans vos pays. Maintenant, je me retourne, il nous reste à peine 2 minutes, le temps passe tellement vite. Hello Micheline, vous avez la parole. Hello Micheline, votre main est levée. Tout à l'heure, le micro était activé. Je vous invite encore à activer. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Yaba Micheline de la Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. D'accord, merci. Je viens de prendre le groupe un peu en retard parce que j'avais un souci de connexion. Je me suis perdue et je me suis retrouvée. Donc, je félicite tous les intervenants et les différents thèmes abordés. Mais j'ai compris aussi que le partage d'expérience est beaucoup basé aussi sur le bien-être de la femme. Et en Afrique,
Et partout dans le monde, on a constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Et j'aimerais que prochainement, il y ait un débat sur ce fait-là pour qu'ensemble, dans ce réseautage, on puisse trouver les solutions, la prévention et comment aider ces femmes qui meurent dans le silence à retrouver leur dignité et à reprendre la vie où elles l'avaient laissée. Donc, c'est un peu mon intervention pour tout à l'heure de ce soir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Hello Micheline. Il nous reste quelques secondes. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous travaillez, ce que vous faites et pourquoi cette question de fistule obstétricale vous touche personnellement? En fait, je suis sage-femme de profession. J'exerce dans le district, dans la région du Tongpi, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je suis détachée à l'AIBF, à l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Et grâce à la COICA, qui est l'agence de coopération coréenne qui finance ce projet de fistule, AIBF a eu, je peux dire, le privilège de piloter ce projet sur la fistule obstétricale. Et on recherche les femmes qui sont victimes ou bien survivantes de la fistule obstétricale. On les réfère dans les différents centres de santé pour la réparation et on fait le suivi jusqu'à ce qu'elles guérissent. Et après, le projet permet qu'on les mette en AGE. Et pour avoir ces femmes, c'est un peu difficile parce que cette maladie est un peu, elle dit la maladie de la honte. Ça fait que ces femmes sont dans des points très reculés. D'accord. Oui. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hello Micheline. Nous sommes en train de recevoir les confrères et consoeurs qui étaient en petit groupe de discussion et donc ils vont nous retrouver ici dans quelques secondes seulement et donc malheureusement donc juste pour dire que les fistules obstétricales fait partie des besoins négligés de la santé de la femme et malgré le fait que nous n'avons pas eu à parler précisément de cela lors de Tiche to Riche, mais nous avons eu comme thématique lors des éditions, de certaines éditions au début, comme sujet les besoins négligés de la santé de la femme. Et c'est par là que nous avons eu la BGF. Mais je pense que comme thématique, nous allons voir, espérons qu'à Tiche to Riche 12, on pourrait revenir vers vous pour que vous nous disiez comment vous avez fait avec ce projet. Merci beaucoup. Merci. Bye. OK. Et je souhaite la bienvenue à tous. Je pense que tout le monde est déjà revenu dans la salle. Et donc, nous souhaitons maintenant avoir la restitution des discussions de groupe. Vous avez 20 minutes, mais je vais vous inviter à lever la parole, à lever la main, pardon, si vous voulez prendre la parole pour nous dire comment ça s'est passé dans le groupe. Mais avant cela, je sais que Reda a fait le tour des groupes et je suis tellement fière d'être dans la situation où c'est à moi de lui poser la question, à savoir comment ça s'est passé. Et pour cela, j'ai mis ma vidéo, comme ça vous allez voir le sourire sur mon visage en posant la question. Très bien, Charlotte. Alors, merci. Alors, j'étais étonné parce que j'étais dans une salle donc avec je connais certains des participants qui étaient dans cette salle. Attends, on va voir si on peut avoir Charlotte ici à la caméra également pour que tout le monde puisse la voir. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, le groupe était un petit peu dans l'attente. Ils n'étaient pas, tiens, ça c'est rare, Charlotte.
ils étaient un peu dans l'attente, les micros de passer au silence. Une personne a même dit je n'ai pas grand-chose à dire, je vais juste écouter. Et ça montre en fait à quel point dans les modes d'apprentissage, on a l'habitude qu'il y a un expert qui présente et on reçoit son expertise et on est censé faire quelque chose avec. Et du coup, j'ai senti que personne ne sait vraiment comment se comporter dans ces réunions en petits groupes de partage d'expérience, en tout cas dans ce groupe. Peut-être que c'est aussi l'effet de la fin de journée, mais cela m'a étonné puisque je connais la qualité des personnes de certaines des personnes en tout cas qui étaient présentes. Alors pour autant, il y a eu des informations, il y a eu une discussion donc sur la question de la drogue et en fait des cultures. Donc en fait, un des problèmes qui se poserait par rapport au changement climatique, par rapport aussi à la thématique de santé, donc santé sous plusieurs angles, il semblerait qu'il y a des agriculteurs qui, par nécessité économique ou par choix, dans une certaine mesure, choisissent, au lieu de pousser des choses qui sont cultivables, qu'on peut manger, pousser des choses qu'on peut vendre et pas forcément des substances qui sont légales. Donc du point de vue de la santé, ça pose un problème en tant qu'acteur de la santé. On sait qu'une des conséquences, il y en a au moins deux, sur la santé mentale, puisque l'alcool, la drogue tombent dans cet espace de santé mentale, dans cette spécialisation de santé mentale, et puis aussi effectivement des conséquences sur la nutrition, si au lieu de produire des choses qu'on peut manger. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. J'étais étonné, j'ai senti qu'il y avait besoin de quelqu'un pour les amener à poser, à creuser un petit peu sur des thématiques intéressantes, mais évidemment sur un temps court. On peut aussi se poser la question, là, est-ce que je vais revoir ces personnes? Est-ce que je les connais vraiment? Il n'y a pas de lien préalable en dehors du fait de participer à Teach to Reach. Donc voilà, c'était ce que j'ai pu observer. Bien sûr, s'il y a des personnes de ce groupe qui souhaitent donner leur propre appréciation du groupe. Mais donc j'ai ressenti qu'il y a une vraie difficulté. Je pense c'est surtout qu'on devrait faire ce type de partage plus souvent. Ça a été mon sentiment. À toi, Charlotte. Merci beaucoup, Reda, pour ce retour. Et si vous avez fait partie de ce groupe, n'hésitez pas à lever la main ou bien à activer simplement votre micro. J'aimerais maintenant inviter Amadou Gay. Et puis après, nous allons écouter Mohamed El Fatah. Donc, Amadou, c'est à vous. Ok, merci. C'est comme l'a dit Monsieur Red, comment on appelle ça? C'est Reda. Son nom m'échappe un peu là. Reda, exactement. Dans notre groupe, la première partie, on était 4, après 6, et finalement, on était 3. Donc, les gens, il n'y avait pas assez de motivation, parce que l'autre fois même, j'avais même laissé un message soi-disant qu'il n'y a pas assez. On a eu à débattre on n'était que 3 dans le groupe, mais réellement, ce que chacun a donné, c'était très, très, très instructif. C'était le défi lié à non seulement la réticence de la communauté à travers les agents de santé, parce que ce qu'on a remarqué, ce que M. Cissé a partagé, c'est un instant, je vais lire ce que j'avais pu noter. La confiance des services de santé. Le problème, c'était le plus souvent, les gens allaient, il y avait un manque de communication réelle entre le personnel de santé et la communauté. Donc, ce qui a causé assez de problèmes, ce qui avait même suscité des réticences entre eux. Maintenant, concernant les défis liés à l'alimentation et au changement climatique, actuellement, force à voir, en Afrique, il y a assez de difficultés liées au changement climatique, mais jusqu'à présent, on pense que c'est des questions liées à la politique pour freiner telle ou telle chose, mais les gens ne prennent pas tout à fait conscience de ces défis. Et même concernant l'agriculture, ce qui crée assez de problèmes, c'est le respect du calendrier agricole. Il y a des défis concernant le changement climatique. Les gens ne s'adaptent plus au nouveau calendrier agricole parce que avant, comme dans mon pays, par exemple, c'est au mois d'avril-mai, les gens commencent à labourer, faire des choses, les semis, ainsi de suite. Maintenant, jusqu'à présent, ils pensent au même calendrier,
Mais le grand problème actuellement, c'est moi arrive que il y a de ces moments où il pleut abondamment, tellement, et il y a de ces moments où il ne pleut pratiquement pas. L'année dernière, il y avait eu assez d'agriculteurs qui ont perdu leur culture. Donc, c'est ça, on s'est dit, l'idéal serait d'intensifier la communication pour attirer plus d'attention dans ce cadre, pour que les gens puissent comprendre, oui, le défi lié au changement climatique est réel, donc il faut adopter des mesures préventives pour pouvoir contrecarrer ça à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Amadou Gueye. Si vous permettez, Mohamed El Fattah, j'aimerais d'abord me retourner vers Nicolas Kachama et puis on va revenir vers vous parce que je ne pense pas que nous avons eu à entendre Nicolas aujourd'hui. Donc, Nicolas, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Dans notre petite salle, nous étions au nombre de 5 personnes. Les 4 personnes ont eu le temps de partager leur expérience par rapport au changement climatique, notamment les conséquences dues aux inondations, où on a vu que grâce à ces inondations, il y a dispersion de maladies diarrhéiques. Il y a aussi la recrudescence des cas de malnutrition. On a vu que aussi dans d'autres régions qu'à cause du changement climatique, il y a une migration des paisibles citoyens qui cherchent maintenant à quitter leur région vers une autre région pour qu'ils puissent fuir les effets du changement sur la santé. Et ce qui occasionne la promiscuité dans certaines villes. Mais également, on a vu que dans certaines régions, il y a eu disparition des sources d'eau, ce qui fait que les jeunes passent beaucoup de temps dans d'autres régions en train de faire de longues distances pour chercher l'eau, pendant qu'ils devraient maintenant vaquer à d'autres activités pour leur survie. Mais également, on a vu que dans les systèmes de santé, et que dans certaines régions, à cause du changement climatique, il y a une dispersion de maladies infectieuses, beaucoup plus les maladies congénitales. C'est pourquoi les amis ont décidé que pour pallier à ça, qu'il fallait adapter les protocoles de prise en charge selon les variations des changements climatiques observés dans chaque région. Voilà un peu ce que nous avions eu à collecter par rapport à notre petit groupe lorsqu'on s'était réunis en petite salle. Voilà un peu. Merci beaucoup pour ce partage, Nicolas. Et juste pour dire qu'officiellement, cette séance de mise en réseau devait aller jusqu'à 16h30, mais avec l'intérêt que nous avons constaté, nous avons décidé de prolonger. Je pense que nous allons aller jusqu'à 17h. Mais j'aimerais à présent me retourner vers Mohamed. Vous avez la parole. Mohamed, votre micro est encore désactivé. Êtes-vous à mesure de nous parler? Et je tiens aussi à reconnaître que tous ceux qui partagent des commentaires dans le dialogue en direct, notamment le docteur Mathieu Kalemaï, par rapport à la vaccination. Je crois, sauf si ma mémoire, sauf si je fais erreur, le docteur Kalemaï est ensemble avec des organisations de la société civile dans son centre de santé. Donc, je ne sais pas si on n'a pas pu encore l'entendre, mais ça serait intéressant de savoir ce que non seulement lui, mais aussi ses partenaires ont pu partager et ont pu découvrir aujourd'hui. Oui, donc je suis là. D'accord, Mohamed, on vous écoute. Je vois que le micro du docteur Mathieu est aussi activé, donc nous allons pouvoir l'écouter. D'accord, merci. Donc, je voudrais rebondir sur la question de la confiance. En fait, aujourd'hui, les gens de santé, ils doivent impérativement gagner la confiance de la population, afin que la population vienne vers eux pour chercher
pour chercher en fait de l'aide. Et voilà, et une petite expérience. Et vous savez, aujourd'hui, l'accueil en termes de santé, l'accueil en général guérit le malade à 50%. Un bon accueil qui est là, tu accueilles bien ton patient, tu l'installes, tu pousses l'interrogatoire, facilement tu peux dresser le tableau épidémiologique de la maladie. Donc, c'est pour vous dire que voilà une petite expérience lorsque j'étais à DIFA avec MSF, Médecins sans frontières suisse. J'étais dans une case de santé où nous intervenons pour accompagner les pays, les personnes déplacées et les réfugiés. Et là, il y avait le CSI qui me coiffait parce que j'étais agent, c'est Médecins Suisses, Médecins sans frontières suisses qui appuyait les structures de santé en médicaments et en personnel. Donc là, ils quittent la population qui est autour du CSI, les aires de santé du CSI. Donc, quitte là-bas pour venir se faire soigner dans la case de santé. Et automatiquement, cela m'a poussé à leur poser la question, mais pourquoi ne pas partir vers le centre, le CSI, que de venir à la case de santé? Ils me disent que voilà, la case de santé, non seulement il y a l'accueil et il y a la qualité des soins. C'est pour vous dire qu'au niveau de la case du CSI, il y avait des médecins, il y avait toute une équipe qui est là, plus de combien d'agents? Plus d'une dizaine d'agents. Mais ici, au niveau de la case, on n'était que 3. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que, voilà, la confiance, elle est primordiale. Tant que vous n'avez pas gagné la confiance de la population, vous ne pouvez rien faire. Il faut que la population ait confiance en vous. Il faut que la population se rassure que, voilà, même si elle vient vers vous, elle a une satisfaction. Mais si, voilà, vous savez, je m'excuse du terme, il y a des agents de santé qui ont un mauvais comportement. Je m'excuse du terme. Hein. Il faut aussi dire la vérité. Tu viens, voilà, un patient qui se présente devant toi et il est maladif. Toi, au lieu de le rassurer, de le réconforter, donc tu contribues non seulement à psychologiquement le mettre dans un autre état. Donc, vraiment, mettons l'accent sur la confiance, sur la participation communautaire de la population. Merci. Merci, Mohamed. Donc, le docteur Mathieu, êtes-vous à mesure de prendre la parole? OK, allez-y. Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Reda, bonsoir Charlotte et bonsoir à tout le monde. Et effectivement, aujourd'hui, malheureusement, nous avons une campagne de vaccination que nous avons lancée, qu'on devrait lancer depuis le matin, avec lesquelles on devrait prendre part sur le terrain. Malheureusement, on devrait vraiment partager vraiment l'expérience. Bon, ce que je voudrais partager plus précisément aujourd'hui par rapport à la vaccination, c'est que c'est vraiment qu'une mauvaise organisation d'une prestataire. Et si ça s'est couplé avec un faible niveau de collaboration avec les leaders locaux, je ne sais pas si c'est ma connexion. Vraiment, c'est ce qui est vraiment la source majeure des enfants zéro dose dans nos communautés et des enfants souvent vaccinés. Vous pouvez m'entendre? Pour moi, vous êtes un peu dans... Oui, je vous entends maintenant, mais à un certain moment, je ne pouvais pas vous entendre. Reda?
Oui, moi c'est pareil, mais je crois qu'en plus, enfin c'est doublé, donc il y a toujours un décalage, un temps d'attente entre le moment où tu parles et le moment où la personne de l'autre côté, quand elle a des problèmes de connexion, va t'entendre. Et c'est pareil dans les deux sens, donc ça peut, ne serait-ce que cela, semer la confusion. Et aussi, je crois que vous êtes tous les deux assurés, mais on va poursuivre et je compte sur vraiment la persistance de Charlotte. Oui, voilà. Et effectivement, elle m'informe que sa connexion commence à flancher. On va quand même poursuivre, Charlotte. C'est vraiment une séance de clôture qui va clôturer ce Teach to Reach aujourd'hui. Donc, j'espère que tu vas pouvoir la mener à bien. En tout cas, je suis encore là, Reda, et j'espère aussi que je pourrai aller jusqu'au bout. Il nous reste tout juste quelques minutes, mais j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Oui, là ça va mieux. Il y a peut-être un décalage parce qu'une fois quand la connexion flanche, du coup ce que fait Zoom, c'est il attend un petit peu avant d'envoyer la voix. Mais on t'écoute, Charlotte. Par contre, on semble avoir perdu le docteur Mathieu Kalemaï. Effectivement, lui aussi l'a indiqué dans le dialogue qu'il avait le souci de connexion Internet. Et je tiens à dire merci à Hassan Abdoulaye pour le commentaire dans le chat. Juste pour dire, j'ai vu tout à l'heure le commentaire de Sitondou par rapport à comment gérer les situations de faible production agricole. Et juste pour dire que justement, nous avons posé une question par rapport aux solutions locales en amont de Teach to Reach et nous avons eu des réponses très innovatrices. Et parmi ces réponses, je me souviens, Reda, lorsque j'ai parcouru les expériences partagées en amont de Teach to Reach, il y avait justement une expérience, je pense que c'était du Cameroun, de Boubakari Amadou qui parlait de l'amélioration de l'accès des populations aux denrées alimentaires en mettant en place des forages à énergie solaire pour l'agriculture, donc une forme d'irrigation en énergie solaire. Donc, c'était l'expérience qu'il a partagée. Je pense que ça aussi, c'est Teach to Reach, un carrefour du donner et du recevoir de la connaissance. Comme nous l'avons dit depuis ce matin, ce recueil d'expériences partagées, nous avons préparer cela et lorsque tout serait prêt, nous allons les partager avec vous et vous allez trouver sûrement quelques réponses aux questions que vous avez souhaité poser aux confrères et aux consoeurs par rapport aux défis que vous confrontez dans votre travail quotidien. Donc, je me retourne vers Kajidi, votre micro est activé, votre main est levée. Vous avez la parole par rapport à votre expérience des discussions dans le groupe. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, je voulais juste revenir sur... Bon, comprenez que moi, je suis nutritionniste diététicien du programme national de nutrition au Congo-Kinshasa. Je voulais encore insister si Reda a besoin d'avoir des informations parce qu'il y a toujours des défis qui font obstacle à la sécurité alimentaire ici au Congo. Et la plupart, comme je l'ai révélé là-bas, au sujet des cultures non autorisées, notamment des drogues, et il y a beaucoup d'autres choses qui ont remplacé les aliments qui peuvent assurer notre sécurité alimentaire, mais par contre, ils ont pensé à quelque chose qu'ils peuvent cultiver juste pour avoir de l'argent et qui a beaucoup de répercussions sur les plans psychologiques et sur les plans nutritionnels. Et c'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui insécurité alimentaire dans beaucoup de provinces. Il y a aussi augmentation de certains cas, bien que non documentés, de cirrhose de foie et autres choses, parce que beaucoup d'aliments, par exemple le maïs qu'on peut cultiver pour nourrir les humains, c'est ce qui est utilisé pour fabriquer l'alcool local. Et quand on fabrique cet alcool, c'est pour intoxiquer les gens, c'est pour rendre les gens de mauvaise santé, c'est pour rendre les gens invalides, les gens incapables de produire quelque chose pour nourrir la population. Et ceux qui se nourrissent de ces drogues
sont là pour créer des troubles. Ils sont là parmi des groupes de gens qui sèment les insécurités. Voilà pourquoi, si Reda a besoin d'approfondir encore, nous sommes toujours prêts. On pourra lui fournir des éléments nécessaires à pouvoir trouver comment nous pouvons lutter contre ces défis afin d'élever le niveau de notre sécurité alimentaire. Merci beaucoup, j'ai dit, et je vous remercie. Merci beaucoup, Kajidi, pour ces éléments supplémentaires. Juste pour dire que cette information, ce n'est pas premièrement pour la consommation de Reda, mais c'est pour toute la communauté, tout le réseau Teach to Reach, parce que peut-être il y a des participants qui ont fait face à ce même défi dans leur contexte et ont pu le relever, mais aussi peut-être que ça peut servir d'information aux autres qui pourront utiliser dans leur contexte pour mener à bien les campagnes de communication, bien de promotion de la santé autour de la sécurité alimentaire. Donc, merci. Je pense que sur ce, je vais retourner la parole pour un instant à Reda, juste pour nous dire ce qui est à venir. Après ce Teach to Reach 11, parler notamment du grand événement, l'événement spécial sur le paludisme qui aura lieu mardi prochain. Reda? Eh bien, je te laisse soin d'en parler, Charlotte. Pourquoi est-ce que cet événement te tient à cœur, ce nouveau partenariat de la Fondation Apprendre avec RBM? C'est le partenariat pour en finir le paludisme qui réunit les acteurs pays, mais aussi les acteurs internationaux de la lutte contre le palu. OK, donc depuis Teach to Reach 10, nous avons commencé à parler du paludisme et nous vous avons posé des questions par rapport au paludisme, votre expérience du paludisme en tant que professionnel de la santé, les actions menées en communauté pour lutter contre le paludisme, les défis auxquels vous vous confrontez et tout. Et nous avons eu tellement de réponses. Et moi, personnellement, cet événement, ça me touche parce que le paludisme, c'est quelque chose auquel ma communauté est confrontée, ma famille est confrontée très souvent. Et donc, du coup, toute mesure qui pourrait servir à promouvoir la lutte contre ce paludisme est important. Et pour la toute première fois, nous avons cet partenariat avec RBM et nous avons eu un avant-première aujourd'hui. Pendant cette séance de Teach to Reach, c'était 30 minutes, mais il y avait tellement de choses à dire. Nous avons eu des récits très personnels, très touchants par rapport à l'impact du paludisme grave sur la santé des membres de nos familles, et c'est pour cela que nous vous invitons mardi prochain, le 10 décembre, à midi de Genève, 11h temps universel, afin de partager davantage non seulement comment le paludisme vous touche et touche votre communauté, mais les actions. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, nous mettons toujours l'accent sur les pistes de solutions, sur l'apprentissage par les pairs. Et nous savons que vous êtes les experts au niveau local. Vous avez appris à confronter ce défi et nous voulons que ensemble avec notre partenaire, vous puissiez partager avec la communauté internationale votre expérience. Merci beaucoup, Reda. Merci Charlotte. Alors juste une précision, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit de toute la journée qui est particulièrement important pour ce grand événement, c'est que pour la première fois, on le fait très rarement pour diverses raisons, mais pour la première fois, on va réunir les communautés anglophones et francophones et proposer donc l'interprétariat, la traduction simultanée en anglais et en français, ce qui veut dire que vous allez pouvoir entendre vos confrères et consoeurs qui viennent de pays endémiques pour le paludisme, mais qui sont des anglophones et ils vont pouvoir vous écouter également. Donc là, le partage d'expérience se fera uniquement en plénière, en grande plénière, mais c'est vraiment une occasion unique. Il faut aussi préciser, juste, alors l'inscription, on va dire votre réinscription à chaque fois pour Teach to Reach se fait automatiquement. On vous envoie un courriel où on vous dit si vous souhaitez quitter Teach to Reach, cliquez ici sur le premier courrier d'invitation et sinon
on vous embarque dans le prochain Teach to Reach. Là, avec ce grand événement, eh bien, c'est différent. Vous devez là vraiment aller vous rendre sur la page et demander votre invitation. Et voilà, en fait, voilà, en inscrivant votre nom et votre courriel, même si vous êtes déjà inscrit sur Teach to Reach et même s'il s'agit d'un grand événement qui s'inscrit dans le cadre de Teach to Reach, l'inscription est néanmoins indispensable en passant par cette page. On vous demande également de partager, pas seulement avec des acteurs du paludisme, mais vraiment avec tous les praticiens que vous connaissez par vos réseaux. Ne vous contentez pas, je crois qu'il y a une efficacité qui a beaucoup diminué quand on envoie quelque chose par WhatsApp. Pourquoi ? Parce que tout le monde est inondé de messages WhatsApp. Donc on vous propose vraiment d'aller parler avec vos collègues autour d'un café. Vous amenez votre téléphone ou votre laptop et vous vous asseyez avec eux et vous leur montrez ce que c'est pour qu'ils puissent comprendre. Et si vous êtes encore ici alors qu'on est en fin d'après-midi vendredi, eh bien justement, expliquez-leur qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans ces séances, qu'est-ce que le partage d'expérience va leur apporter, qui peut, pour certains, ce sera comment ça va m'aider professionnellement à avancer dans ma carrière. Pour d'autres, ça va être comment ça va m'aider professionnellement, mais pour vraiment faire mieux auprès des familles, auprès des enfants, auprès des femmes enceintes face au paludisme. Et bien sûr, il y aura cette question avec la communauté de la vaccination qui a fondé Teach to Reach. On voit ici le message de Hassan Abdoulaye. Le Tchad dispose déjà d'un vaccin contre le paludisme dans sa vaccination de routine, introduit il y a 1 mois avec 2 autres vaccins, le rotavirus et le PCV contre la pneumocoque. Donc on va certainement en reparler dans le cadre de cette grande rencontre du mardi 10 décembre. Pour les anglophones, Charlotte, tu le sais, il y a une autre rencontre avec l'équipe du journal Le Lancet, donc c'est la plus prestigieuse et en principe la meilleure revue scientifique médicale. Ils font chaque année un rapport sur la question du changement climatique et de la santé et on aura la directrice exécutive de ce rapport qui va venir présenter les résultats en anglais malheureusement. Là, on n'aura pas de traduction, d'interprétation simultanée. Et aussi, elle souhaite vous écouter, comprendre quelles sont les observations que vous partagez dans le cadre de Teach to Reach, par exemple, sur comment le climat affecte la santé. Et vous êtes premiers témoins, des témoins de premier ordre, et vous savez des choses sur ce qui se passe sur le terrain que personne d'autre ne peut savoir. Voilà, Charlotte, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais j'espère que c'est à bon escient. Merci beaucoup, Reda. Et juste pour dire que ce rendez-vous avec The Lancet, c'est vendredi prochain, le 13 décembre. Et aussi la séance riche, peut-être, Reda? Une dernière séance riche avant la fin de l'année. Oui, alors on a fait effectivement une séance avant Teach to Reach, donc ça c'était mercredi. Alors il y a eu quelques petits soucis sur la diffusion en direct, mais vous la trouverez maintenant sur notre chaîne YouTube. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est je ne la vois pas ici. En principe, il y a une autre séance. Je n'arrive pas à me retrouver sur notre propre plateforme. Donc en principe, il y a une séance Reach qui a lieu le 18 décembre, donc juste avant, pour ceux qui fêtent Noël, juste avant Noël. Mais en tout cas, à 2 semaines de la fin de l'année. Donc on sait que c'est une période très occupée. Mais vous allez recevoir l'invitation pour cette séance. C'est vraiment pour les organisations partenaires et leur personnel. Donc pour les leaders de la santé, on va faire du réseautage comme on a fait aujourd'hui, mais toute la séance. Donc ça sera beaucoup plus élaboré qu'aujourd'hui et on espère justement, alors on vise pas forcément, contrairement aux grandes séances Teach to Reach comme la journée d'aujourd'hui, on ne vise pas forcément le plus grand nombre, on vise la qualité. Donc vraiment la qualité des échanges. Du coup, on va probablement sélectionner, vraiment trier sur le volet les personnes dont on a pu constater l'engagement au sein de Teach to Reach. Et si vous êtes encore avec nous en fin de journée, eh bien vous en faites partie. Voilà Charlotte pour cette séance Reach des leaders de la santé. Ok, merci Reda. Et sur ce, nous sommes arrivés au terme de Teach to Reach 11. Je vais d'abord commencer en disant merci
à tous nos invités d'honneur qui ont répondu présents en ce jour, surtout ceux qui ont été avec nous depuis 10 heures ce matin lors de la cérémonie d'ouverture. Je tiens aussi à saluer toute notre équipe, l'équipe de la Fondation Apprendre de Genève, qui nous a soutenus dans la préparation de cet événement de ce jour, et aussi juste nos partenaires Rollback Malaria et Grand Défi Canada, ainsi que tous les partenaires, les organisations locaux qui ont été partenaires de Teach to Reach 11. Je vais vous inviter si vous avez loupé une séance aujourd'hui, l'enregistrement est directement disponible sur cette plateforme Zoom, mais aussi sur nos plateformes des réseaux sociaux, notamment YouTube. Je vais vous prier de vous abonner. Donc, abonnez-vous. Il faut aussi démontrer votre appréciation du contenu. Laissez des commentaires, partagez aussi avec votre réseau. Surtout, certains d'entre vous avaient dit qu'il y avait des collègues qui souhaitaient participer, mais ils n'ont pas pu à cause des problèmes de connexion Internet. Nous avons aussi notre podcast, donc vous pouvez écouter. C'est comme la radio. Vous écoutez tous les échanges de ce jour. Vous pouvez aussi partager cela avec vos collègues. Et aussi, s'il y a d'autres informations, nous allons vous les partager au travers de vos boîtes mail, mais aussi sur LinkedIn. Nous sommes aussi sur Twitter et Facebook et Instagram aussi. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors Charlotte, moi j'ai l'impression que tu es tellement, tellement à la fois par dévouement, mais aussi par vraiment la sincérité de ton engagement. On dirait presque que tu n'as pas envie que Teach to Reach 11 se termine pour la grande journée d'aujourd'hui. En tout cas, ok. Donc je me mets à l'écran une dernière fois et je vous dis bonne soirée, bon week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve mardi prochain pour le grand événement, l'événement spécial sur le paludisme. Merci Reda, merci à toutes et à tous. Merci à vous. Si vous pouvez activer vos micros et juste pour vous applaudir vous-même. Tout à fait, là on est en la configuration meeting, donc on peut le faire. Merci à tous. Merci Reda, merci Charlotte, merci à tous et qui vont revenir suivre Teach to Reach 12. À nous revoir pour l'événement du paludisme. À bientôt au mardi prochain. Rendez-vous mardi, parlez-en à vos collègues, ne restez pas seuls. Et Charlotte, c'était pas pour te décourager de poursuivre ou pour t'encourager à écourter. Bien au contraire, c'était pour relever vraiment cet engagement qui te caractérise. On peut prolonger jusqu'à 18h. On va récapituler pour ceux qui ont rejoint en cours de route. Qu'est-ce que c'est Teach to Reach? Vous voyez ici l'apprentissage par les pairs pour les professionnels de la santé. Vous avez découvert peut-être parmi vous, certains ont découvert ce que signifie cet apprentissage. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à retrouver, à participer à ces séances. Et aujourd'hui, nous étions 24 583 inscrits, tout à fait remarquable. Et cela n'a de sens que par vous et pour vous. Teach to Reach 10 était au mois de juin et moins de 6 mois plus tard, voilà où nous en sommes. C'est fabuleux.
Alors sur la plateforme, si vous avez raté certaines séances, vous pouvez tout à fait retrouver tout de suite les enregistrements aussi sur notre chaîne YouTube, comme vous voyez ici. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, si vous avez loupé une séance, si vous souhaitez réécouter certains des témoignages, suivez-nous, on va partager toutes ces expériences, vont être partagées à travers les réseaux sociaux. On a hâte de vous retrouver donc mardi pour le grand événement paludisme, vendredi pour la prochaine séance Reach, donc dans 3 jours et dans une semaine. À très bientôt.